Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono. La première partie, celle où on va revenir sur les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Et on va commencer avec du cyclisme. Vous l'avez peut-être vécu en direct sur l'antenne de TV Vendée. C'était la 40e édition du Chrono des Nations ce dimanche aux Herbiers. Plus de 200 coureurs, hommes et femmes, des cadettes aux élites étaient présents sur la course élite femmes. Comme prévu, il n'y a pas eu vraiment de suspense pour la victoire finale. La championne du monde en titre, Ellen Van Dijk, a survolé le chrono. La néerlandaise a parcouru les 27 km 230 en 35 minutes et 54 secondes, soit 1 minute et 6 secondes de mieux que l'Ukrainienne Valeria Kononenko. L'Américaine Amber Neben complète le podium avec 1 minute 18 de retard sur Ellen Van Dijk. La première Française Coralie Demey termine 7e. À noter la victoire chez les cadettes de Léane Tabu. Églantine Royer l'emporte en junior. C'est donc le maillot arc-en-ciel de la triple championne du monde qui a brillé chez les femmes. Ça a failli être le cas chez les hommes puisque le Norvégien Tobias Foss, champion du monde du contre-la-montre, était présent lui aussi ce dimanche aux Herbiers. Il s'est élancé juste avant Stefan Kung, le coureur suisse, vice-champion du monde et vainqueur du Chrono des Nations en 2021. Et on a eu droit à une très belle bataille entre les deux hommes. Avant leur arrivée, c'est l'Italien Matteo Sobrero qui réalise le temps de référence en parcourant les 45 km 430 en 53 minutes 40 secondes. Au premier point intermédiaire, Tobias Foss compte 6 secondes d'avance sur Stefan Kung. Il n'en a plus que 2 au deuxième point intermédiaire. Stefan Kung qui se montre le plus rapide sur le dernier tronçon pour finalement s'imposer avec 2 secondes d'avance sur Tobias Foss. Il signe un chrono de 53 minutes 29 secondes et remporte donc pour la deuxième fois consécutive cette épreuve. Sobrero termine 3e. Bruno Armirail, le champion de France, 5e. Pierre Latour de Total Energy, 6e. Chez les espoirs, le Belge Alex Segart a devancé le champion du monde norvégien Soren Warenskjold. Et du côté des juniors, victoire du champion du monde, le Britannique Joshua Tarling. Hugo Boucher l'emporte chez les cadets. Voilà pour le Chrono des Nations. On passe maintenant au football avec le 6e tour de la Coupe de France. Il y avait 4 équipes vendéennes en lice et parmi elles, celle des Sables FCOC, le FC Olonne-Château, le club de Régional 1 qui recevait Cholet, pensionnaire de National. C'était ce dimanche. 3 divisions d'écart entre les deux formations. Les Sablés en rouge débutent la rencontre sur les chapeaux de roue et ouvrent le score à la 10e minute grâce à Ghislain Eban. 1-0 pour le FC Olonne-Château. Le défenseur Mathieu Grosso a l'occasion de doubler la mise, mais il ne cadre pas. Réaction des Choletais avec tout d'abord une tentative de Kouakou repoussée par le gardien Antoine Nakashi. Nouvelle occasion pour Kouakou de la tête, mais ça passe au-dessus. Les Sables de nouveau à l'attaque avec un centre de Eban. La reprise de Cousseau. Les Sables réclament une faute de main qui ne sera pas sifflée. À la 28e minute, Cholet réussit à égaliser. Nakashi ne parvient pas à capter la frappe de Tom Renaud. Un but partout à la mi-temps. En seconde période, les Choletais sont beaucoup plus pressants. Les occasions se multiplient. Mathieu Grosso évite de justesse le but sur une frappe de Fatard. La défense vendéenne craque finalement une deuxième fois à la 75e minute sur cette reprise de Noah Fatard. Cholet prend l'avantage 2-1. On va retrouver Fatard à la 80e minute. Il est déséquilibré à l'entrée de la surface de réparation. Penalty, il est frappé par Johan Leméoté qui trompe Antoine Nakashi. 3-1 pour Cholet. Les Sablés ont plusieurs occasions de réduire l'écart dans les dernières minutes avec Le Lièvre ou encore Guerluz. Nakashi doit également intervenir en fin de match pour éviter un 4e but de Cholet. Score final 3-1 et comme l'an dernier, le FC Olonne-Château s'arrête au 6e tour de la Coupe de France. On écoute les entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. On a fait une bonne première mi-temps, on a la chance aussi de marquer sur notre première occasion. Forcément, ça augmente notre confiance. Et oui, on savait que cette deuxième mi-temps, vu le terrain et le beau terrain et le beau complexe qu'on allait être en difficulté physiquement. On a été, je pense que le deuxième but nous fait mal sur une petite erreur de placement et on avait un peu parlé de ça. Donc voilà, c'est dommage, mais clairement les gars peuvent être fiers d'eux parce que les efforts ont été faits, la combativité, voilà. On a montré une bonne image d'un club de R1, je pense. Le 6e tour de l'année dernière contre une N2, on s'était dit là on va défendre un peu plus bas, on va fermer les espaces. L'année dernière on a voulu jouer, on s'était dit bon voilà on va un peu moins jouer, on va défendre. Et puis surtout Cholet était un niveau encore au-dessus. Voilà, on a appris, mais on n'a pas réussi, mais on va retenter l'année prochaine et encore les autres années. Jusqu'à temps qu'on réussisse ce 7e tour qui serait le record pour le club. L'essentiel en coupe est de passer. On l'a fait, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on est tombé sur une équipe valeureuse. C'est un match qui était très difficile à vivre sur le banc parce qu'on sentait que même si en deuxième mi-temps on était plus en danger,
On sentait que le moindre relâchement pouvait nous être coupable. Et heureusement qu'on a marqué ce troisième but parce qu'ensuite nous on s'est relâchés. On s'est relâchés, on leur a donné la possibilité d'être dangereux ou de revenir et d'y croire encore. Donc ce sont des situations qui m'ont passablement énervé. Donc c'est pour ça que je dis que c'était difficile à vivre. Et l'entraîneur Jérémy Charnot ainsi que le défenseur Mathieu Grosso du FCEC seront avec moi en deuxième partie de 85 chrono pour revenir sur ce match. Les autres résultats des équipes vendéennes sur ce 6e tour de la Coupe de France et la qualification de Mareuil-sur-Lay, équipe de R2 qui a battu Saint-Julien-d'Ivat, une autre équipe de R2 2-0. Ça passe également pour les Herbiers qui se sont imposés 4-1 sur le terrain du FC Coteau du Vignoble. Qualification également de la Châtaigneraie, 3-1 sur le terrain de Blain, une équipe de Régional 2. Il y aura donc 3 équipes vendéennes au 7e tour qui aura lieu les 29 et 30 octobre avec l'entrée en liste des équipes de Ligue 2. Tirage au sort mercredi. Toujours en football, on jouait à la 5e journée de Division 2 féminine ce week-end et l'équipe de La Roche-ESO s'est inclinée sur le terrain du Mans 1-0. L'équipe du Mans pourtant réduite à 10 après 1 heure de jeu. Avec une victoire et 4 défaites, le SO est 10e au classement et se déplacera dimanche prochain à Strasbourg. On passe au basket avec la Nationale 1 masculine, la 5e journée et la lourde défaite des Sables d'Olonne sur le parquet de Chartres, 89-57. Les Sablés sont 10e avec 2 victoires et 3 défaites. Victoire de Chaland sur le terrain de Rueil, 87-77 avec 3 victoires. Les Chalandais sont 5e. Le VCB qui est privé de Thibaut Dessaignet jusqu'à Noël en raison d'une blessure. Et donc Chaland qui a recruté un pigiste médical au poste de meneur, Olivier Romain, en provenance de Caen. Vendredi, Chaland recevra Berck et samedi, les Sablés accueilleront Loun Plage. Du côté de la Nationale 2 féminine, c'était la 5e journée également. C'est une 5e défaite pour l'équipe espoir du RVBC. Les Lyonnaises battues de 2 points à Orthez, 76-74. À noter que l'équipe de Ligue féminine jouait un match de préparation vendredi face à Basketland. Courte défaite de La Roche, 67-72. Toujours en basket, en National 3 masculine, dans la poule E, on avait le droit à un derby vendéen samedi soir entre le CTC Chaland-Riévy, 2 victoires et 3 défaites au compteur, et Saint-Georges de Montaigu, 5 victoires en 5 matchs. C'était samedi soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les locaux en blanc et bleu dominent le premier quart-temps qu'ils remportent 17-14. Dans le deuxième quart-temps, l'équipe de Chaland-Riévy, coachée par Freddy Massé, porte son avance à 7 points, 21-14, mais subit la réaction de Saint-Georges qui inscrit 25 points dans cette deuxième période et qui se retrouve devant au tableau d'affichage. À la mi-temps, Saint-Georges de Montaigu mène de 8 points, 39-31. Les visiteurs restent sur leur lancée à la reprise. Ils maintiennent un écart autour des 8-9 points jusqu'au sursaut d'orgueil de Chaland-Riévy qui profite notamment de 2 paniers à 3 points pour revenir à seulement 2 longueurs. Saint-Georges qui ne mène plus que 62-60 à la fin du troisième quart-temps. Le dernier quart-temps est palpitant. Les deux équipes se retrouvent à égalité, 71 partout à 3 minutes du buzzer. Et c'est finalement Saint-Georges de Montaigu qui termine mieux la rencontre en s'imposant sur le score de 80-73. On va écouter les réactions des deux coachs à l'issue du match. Ils sont tous les deux au micro de Daniel Lelanne. Le match a été serré du début à la fin. On passe un peu à l'expérience, je pense. Et voilà, c'est des victoires qui sont importantes, qui sont fondatrices pour la suite du championnat. On a réussi à faire 1 ou 2 fois le trou. Ils sont toujours venus, toujours sur les mêmes registres, hein, sur les qualités athlétiques, l'euphorie. Notre force aujourd'hui, c'est qu'on est resté calme. Et à la fin, voilà, au métier, on fait la différence. Et très grosse satisfaction ce soir. Le futur, c'est préparer La Roche-les-Sables, un autre derby. Continuer, on va prendre match après match. Et on sait qu'après on a un mois de novembre qui va être costaud avec la réception de Brest, déplacement à Montfort. Voilà, donc très excitant. Et je pense qu'on a eu un trou d'air avant la mi-temps sur une défense de zone. Et on n'a plus de temps mort à ce moment-là et c'est là qu'on perd le match parce qu'ils se remettent. On dominait jusqu'à présent, on avait un peu le fil du match et on a bien vu qu'après leur adresse c'est restée régulière et que malgré de gros efforts, on revient mais on met beaucoup d'énergie à revenir et on n'est peut-être pas très lucide sur la fin des fins. Il y a 3 objectifs, se maintenir, envoyer des joueurs vers la Nationale 1, c'est déjà un peu le cas, il y a des joueurs qui jouent en N1 en ce moment, un joueur notamment. Voilà, et puis se faire plaisir, créer une dynamique entre Chaland et Saint-Gilles. Et on voit bien que la salle est de plus en plus pleine et qu'il y a des vrais matchs de basket à Saint-Gilles. C'était un deal entre les deux clubs, je pense que tout le monde est content et gagnant pour l'instant, donc voilà, tout va bien, il faut continuer.
Et Saint-Georges-Montaigu qui est donc seul leader de cette poule E. Chalauriéville occupe la 9e place. Salertaine, vainqueur à Saint-Nazaire, est 6e. Et le CTC, les Sables Roche-Vendée, a signé sa première victoire contre Saint-Rogatien-Nantes et occupe la 13e place. Toujours en N3, mais dans la poule D, Chambretot s'est imposé à Tours 91-84 et est 3e au classement. Et puis pour terminer avec le basket en National 3 féminine, Chantenay-Saint-Germain qui a battu Riéville-l'Étoile occupe la 8e place. Riéville-l'Étoile 5e. Le Smash qui était allé s'imposer à Tours occupe la 10e position. Du rugby maintenant avec le championnat de Fédéral 3, la 4e journée. Le Rugby Club Sablais qui comptait 3 victoires en 3 matchs recevait Angers, 2 victoires et 1 défaite. C'était ce dimanche au stade de la Rudelière et avec dès la 5e minute un premier essai pour les Sablais, un essai inscrit par Nathan Casajou. Il est transformé par Amaury Bernard, ça fait donc 7-0 pour le RCS. À la 9e minute, on prend les mêmes et on recommence. Casajou pour l'essai et Bernard pour la transformation, ça fait 14-0. Les Sablais enchaînent, 15e minute, 3e essai, inscrit cette fois par Jean-Yves Zebango. Ça fait transformation d'Amaury Bernard, ça fait donc 21-0 à la mi-temps pour les Sables. 47e minute, le SCO d'Angers parvient à inscrire un essai par Mathéo Fletter. Essai non transformé, ça fait 21-5. 2 minutes plus tard, deuxième essai personnel pour le Sablais Zebango. Et après la transformation de Bernard, le RCS mène 28-5. L'Angevin Mathéo Fletter inscrit lui aussi un deuxième essai à la 55e minute. Non transformé, ça fait 28-10. 5e essai pour les Sables à la 64e minute. Cette fois, c'est Léo Oloya qui va aplatir dans l'embut. Essai non transformé, ça fait 33-10. Et à 10 minutes de la fin, le Sablais Josateki Nazi et Lizili écopent d'un carton rouge. 75e minute, 3e essai pour Angers, inscrit par Rémi Grelier. Victor Lépine transforme, ça fait 33-17. Score final, 4e victoire en 4 matchs pour le RCS. On écoute les réactions des entraîneurs. Un bon match, une belle victoire. On est content parce que c'est quand même une grosse équipe Angers. On sait qu'ils venaient là pour faire un coup. Voilà, je pense qu'on a bien su prendre dès le début en menant très vite 21-0. Et là où on doit, je pense, encore un peu travailler, c'est justement, on est un peu sur le courant alternatif. Et ça nous a un peu manqué, notamment à la fin où on perd ce point de bonus offensif. Mais voilà, la victoire est là et on s'en contente, on est content aujourd'hui. On a pu mettre des grandes séquences avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'intensité. Et parfois, justement, où on a été beaucoup plus lent et ça nous a un peu desservi. Donc il faut qu'on arrive à imposer notre jeu, nous, et être capable de le faire sur 80 minutes. Maintenant, comme on est exigeant et qu'on veut aussi plus, on va travailler pour essayer que ces petits points de bonus qu'on a eu pendant un laps de temps, ne pas les perdre et puis essayer maintenant de se projeter très vite au match de La Roche. Je félicite quand même mes joueurs parce qu'on par rapport à Pilboro, on a été dans le combat et dès qu'on a réussi à passer un avantage, bien sûr on a manqué en première mi-temps de soutien quand on est rentré, ça nous a un peu pénalisé, mais une fois qu'on a réglé ce problème, on a quand même réussi à les stabiliser. Donc c'est bien parce que c'est quand même les favoris de la poule et nous on est là et on essaie de gagner des matchs pour essayer de se qualifier un peu. Donc on est en train de travailler et en fait de compte on a quand même des qualités aussi. On se rend compte qu'on met en difficulté ces grosses équipes, comme on a mis Pilboro le dernier quart en difficulté. Là encore mieux, on a mis quand même une équipe que je pense qui est plus complète, encore plus en difficulté que les l'an dernier. On regarde le classement de cette poule 18 avec le Rugby Club Sablais qui est 2e. Derrière le FC Lyonnais qui lui aussi réalise un carton plein mais avec un bonus offensif supplémentaire. Le FC Y vainqueur au Mans 28-23. Et samedi ce sera le derby entre La Roche et les Sables et ça sera à 20h à La Roche. En handball, la 5e journée de National 1 féminine et l'équipe de La Roche qui est vraiment dans une mauvaise passe puisque les Lyonnaises se sont lourdement inclinées à Pessac 39-18 avec 2 victoires et 3 défaites. Elles sont 6e au classement. Une réaction sera attendue samedi face à la Lanterne Rouge Cognac. Et puis l'équipe 2 de La Roche en National 2 féminine s'est également inclinée du côté de Blanquefort 28-19 avec 1 victoire et 4 défaites. Les Lyonnaises sont 11e et avant-dernière. Elles recevront Onis La Rochelle-Périgny samedi. Quelques images de voile avec le baptême du nouveau bateau d'Arnaud Boissière. L'IMOCA, l'Amicaline, ex-initiative cœur de Samantha Davis, a reçu la visite de son parrain Thomas Vaucler samedi à Port-Olona au Sable d'Olonne. Et comme le veut la tradition, Thomas Vaucler a cassé la bouteille de champagne sur le monocoque. La marraine, la skieuse Tessa Worley, ne pouvait pas être présente. Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe et ami d'enfance d'Arnaud Boissière, était lui bien présent. Thomas Vaucler et Tessa Worley qui sont les parrains et marraines
des bateaux d'Arnaud Boissière depuis 2018. Le skipper sablais qui s'apprête à disputer la Route du Rhum qui s'élancera le 6 novembre. Cali qui a prévu de participer à son 5e Vendée Globe en 2024. Il tentera une nouvelle fois de le boucler comme lors des 4 précédentes éditions. On va écouter le skipper Arnaud Boissière et le parrain Thomas Vauclair au micro de Thibaut Grasset. Je pars pour un 5e Vendée Globe dans quelques années. C'est le 3e l'Amicaline, donc c'est l'Amicaline numéro 3 on va dire. C'est deuxième baptême avec le même parrain et le même marraine, puisque c'est toujours Thomas Vauclair était ça à Worley, le parrain et marraine, parce que en dehors que c'est des grands sportifs, c'est aussi des gens extrêmement généreux et extrêmement humbles. Samantha Davis, qui est l'ancien skipper du bateau, que j'ai invité aujourd'hui, elle ne peut pas venir, mais elle suit de près le projet et on est très très attachés à nos anciens bateaux. Et c'est pour ça que c'est un moment important et chaleureux aujourd'hui, pour les partenaires, mais aussi pour la famille. Mes parents sont là. Mon pote Yannick est là, Ingrid Steven est là, et il n'est pas là en tant que vainqueur du Vendée Globe, il est là en tant qu'ami. Et c'est ça aussi qui fait la force de nos projets. On a tous des belles histoires à raconter sur les Vendée Globe ou des routes du Rhum, des aventures sportives, mais aussi des aventures humaines. Et je suis extrêmement attaché aux deux. C'est de l'émotion, c'est être parrain du bateau l'Amicaline Artipole, c'est toute une symbolique, quoi. Et c'est avec plaisir que j'accepte une nouvelle fois de l'accompagner de manière symbolique en baptisant ce bateau, en étant le parrain. Et puis je prends énormément de plaisir à le suivre. C'est des sports, le sport cycliste ou la voile, que tu t'opposes et en fin de compte qui ont pas mal de points communs. Sur pas mal de points on se rejoint. Ouais, donc c'est pour ça c'est raccord. Si je suis parrain du bateau, c'est pas juste pour dire voilà je suis venu, c'est que ça me tient vraiment à cœur. Allez, on met le sport entre parenthèses quelques instants. Je vous propose de découvrir les titres du journal de TV Vendée présenté par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Dans ce journal, nous parlerons de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Nous avons rencontré Nadine qui a sauvé la vie de sa sœur Annick en devenant sa donneuse. C'était en 2012. Les amateurs de jeux vidéo n'ont assurément pas manqué la première édition de Rush & Game. Un lancement réussi avec des animations autant pour les mordus de jeux vidéo que pour les familles. Enfin, un moment aussi surprenant que poétique à Mareuil-sur-l'Edissey avec la projection pour la première fois d'un documentaire allemand réalisé en 1965 et consacré à la ville choisie au hasard sur tirage au sort parmi toute l'Europe de l'Ouest. Voilà Aurélien pour les titres qui seront développés dans cette édition à suivre. Merci Diane, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 85 chrono avec Jérémy Charnot et Mathieu Grosso du club des Sables FC Olonne-Château. A tout de suite.